Crise politique, l'épilogue, c'est la question qu'on pose dans cette dernière partie. David Jagbavi, c'est vrai que nous tous, on a les regards plongés dans les recommandations de la CEDEAO, mais au regard de tout ceci, est-ce que c'est la fin de tout ce tohu-bohu qu'on a eu là? C'était connu depuis très longtemps que le sommet de la CEDEAO devait se pencher sur la crise que le Togo traverse depuis un moment. Et donc, on peut valablement estimer que les recommandations, les conclusions issues de cette rencontre sous-régionale constituent l'épilogue, puisque aujourd'hui, il n'y a plus de raison valable à définir une réclamation ou une exigence populaire. Je pense quand même que le gouvernement et l'opposition doivent comprendre la nécessité de se remettre ensemble pour justement réfléchir sur les issues nécessaires qui vont permettre au peuple togolais de souffler un tout petit peu. Nul observateur ne peut mettre en doute la composition, l'importance de cette grande réunion qui a réuni les chefs d'État ouest-africains et ceux de l'Afrique centrale, et qui sont aussi témoins de ces conclusions issues de cette rencontre. Maintenant, il appartient aux politiques de véritablement se préparer sur le terrain pour véritablement aller à la conquête de l'électorat, parce qu'au final, c'est le peuple togolais qui va voter, c'est le peuple togolais qui va élire ses prochains dirigeants. Donc aujourd'hui, l'opposition et le gouvernement doivent comprendre qu'il est temps de mettre de côté leurs égos et de penser véritablement à l'avenir de ce pays. Donc la CEDEAO a fait sa mission. Elle est à féliciter parce que ça n'a pas été facile. Et je crois aujourd'hui que les deux parties adversaires, chacune des deux parties tire les leçons de cette crise. Chaque partie va tirer les conclusions qui composent ses revendications et maintenant fait face à l'avenir qui constitue l'épilogue assez important qui va définir aussi la personnalité des hommes politiques et des différents partis politiques et qui va aussi ouvrir le champ à un nouveau Togo, on l'espère, dans les prochains mois, jusqu'aux prochaines élections législatives du 20 décembre prochain. Docteur Iou, alors quand on lit quand même le point 50 de recommandation, dit la conférence des chefs d'État décide d'instituer un comité de suivi composé des représentants des facilitateurs de la majorité au pouvoir de la coalition des 14 et de la commission de la CEDEAO pour assurer le suivi de la mise en œuvre des présentes décisions. Ça veut dire au niveau de la CEDEAO, on se dit, bon, maintenant, ce que nous avons dit va faire force et il faut aller de l'avant. Oui, puisque c'est nous qui avons fait appel à la CEDEAO. La CEDEAO nous dit, bon, il faut faire ceci. Et il y a eu quand même un dialogue qui a duré depuis février. Donc, tout le monde est d'accord sur leur recommandation. Tout le monde attend cette recommandation. Elle est arrivée. Et à chaque camp d'aller convaincre les siens que bon, il y a certains points sur lesquels nous sommes trompés, sur lesquels on va plus revenir. Et il faut qu'on aille aux élections. Nous l'avons dit sur ce plateau que ce qui est important, c'est de parcourir tout le pays pour préparer les gens à faire des élections. Et les élections, c'est la seule manière de savoir ce que le peuple veut. Vous avez vu, tout au long de cette crise, chacun se réclame de tel peuple, tel peuple, tel peuple. La seule manière de savoir... De tel peuple ou bien du peuple? Du peuple, je veux dire. Mais on sait que c'est un tiers peuple, un quart peuple, mais le peuple va décider au niveau des législatives. Mais je souhaite que tout le monde laisse tomber, comme il a dit, son ego et qu'on se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire faire élire nos représentants à l'Assemblée nationale et nos représentants au niveau des mairies, je ne sais pas. Et donc le comité de suivi va quand même vérifier qui avait accepté ceci et qui refuse maintenant, etc., etc. Donc je crois que c'est bien ficelé, il y a plus il devrait plus y avoir de problème normalement, et tant mieux pour le pays. On s'est un tout petit peu, je veux dire, amusé. Et maintenant, il faut qu'on aille à l'essentiel. Si on obtient les élections à deux tours, les mandats de tout le monde est limité, la recomposition de la Cour constitutionnelle avec
les conditions dans lesquelles... Mais il faut retenir une chose, c'est toujours cette Assemblée nationale qui est là. Qui continue jusqu'au 20 décembre. Donc, à l'Assemblée, il faut bien négocier, discuter, dialoguer avec ses camarades députés pour que la loi passe, pour qu'on évite un référendum. Parce que si le référendum vient, c'est encore plus compliqué. Et Emmanuel, il y a aussi le point 46 qui dit qu'elle invite toutes les parties à s'inscrire dans le respect strict de la Constitution. Ça veut dire on oublie toutes les revendications fantaisistes de départ immédiat et autres. On laisse tomber, c'est plus d'actualité. Vous savez, la CEDEAO est revenue sur certaines parties des revendications de la coalition des 14 et sur certaines parties des propositions ou bien oui des vœux du pouvoir. Donc moi je pense que la CEDEAO veut essayer de couper la poire en deux en disant vous devez tout faire pour aller aux élections, nous allons vous suivre, les élections seront transparentes, il faudrait qu'il y ait le dialogue, que le dialogue continue, mais que le dialogue soit inclusif. Mais en même temps qu'on dit que le dialogue soit inclusif, on forme un comité de suivi de ce dialogue qui est composé du pouvoir, de la C14 et aussi de la commission de la CEDEAO. Donc, bon, je crois qu'il y a un peu de contradiction, mais la CEDEAO veut quand même que la solution soit trouvée tout en gardant effectivement en tête que la Constitution est toujours en vigueur. Ce qui est recommandé, c'est les réformes institutionnelles et constitutionnelles, les réformes au niveau de la Cour constitutionnelle elle-même, et ces réformes doivent passer par le Parlement, dans le cas contraire, par un référendum. Donc, on verra le travail qui sera fait par ce comité de suivi par rapport à ces décisions ou à ces recommandations. Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est plutôt le camp du pouvoir qui doit être en train de siroter de la bonne bière ou du bon vin ou du bon champagne, parce que contrairement à ce que la C14 avait demandé ou annoncé ou revendiqué, on voit que les positions ne vont pas nécessairement dans le sens de certaines revendications. La question de 2020 n'a pas été touchée dans les recommandations. On ne dit pas en 2020, il faut que M. Faure Gnassingbé ne se présente pas, ce qui n'est d'ailleurs même pas possible. Donc il vaut mieux pour tout le monde de commencer par se préparer pour faire des élections transparentes. On a parlé de la CENI et du travail qui sera fait à ce niveau et du suivi de ce travail-là. Je crois que la CEDEAO s'est engagée également à accompagner tout le processus. Donc aujourd'hui, il s'agit pour l'opposition comme pour le pouvoir de retourner d'abord à la table de discussion, de voir ce qu'on peut négocier pour s'entendre sur le minimum qu'il faut au niveau des réformes. Mais la CEDEAO a été plus que claire en disant, déjà pour la question de mandat, c'est 2 mandats seulement. Et ça, il n'y a pas à changer cela. Pour le nombre de tours pour les élections aussi, c'est l'élection à 2 tours. Donc, c'est une sorte de schéma qu'on laisse. Et puis, le reste, vous entendez sur cela. Et pour faire les réformes. Le vote de la diaspora aussi est accepté. Voilà, donc ça, c'est aussi... C'était déjà dans le code électoral. Donc, il faut juste trouver les mécanismes. Mais maintenant, il faudra l'appliquer parce que le texte existe, mais il faudra l'appliquer. Mais moi, je pense que aucun des deux camps ne pourra aujourd'hui sabrer le champagne parce que les choses ont été clairement définies. Sauf que il y a une incompréhension qui a opposé pendant très longtemps la C14 à UNIR. C'est sur la question de la limitation de mandat. Les 2 formations politiques sont d'accord qu'il y ait une limitation de mandat présidentiel. Sauf que le UNIR dit nous sommes d'accord pour limiter le mandat présidentiel, mais ça ne va pas s'appliquer dans l'immédiat. Il faut faire remettre à zéro le compteur. La C14 dit non, vous appliquez la limitation du mandat et ça va se faire dans l'immédiat. Le vote, l'élection à 2 tours, ça a été accepté par les 2 formations. Le vote de la diaspora posait problème beaucoup plus à UNIR parce que
UNIR estimait qu'elle se retrouvera défavorisée si on associe la diaspora aux élections au Togo, puisque vous savez que c'est un condition d'organisation de ce vote aussi. Vous savez que le Mali l'a fait. Le Mali est en guerre aujourd'hui, mais le Mali a réussi à faire voter sa diaspora. Ça aussi demande d'autres moyens. Non, mais nous avons ces moyens. C'est le manque de volonté. Sinon, on aurait pu faire voter la diaspora depuis longtemps. Pourquoi on n'arrive pas à faire voter la diaspora? Parce que le gouvernement pense que les Togolais qui sont à l'extérieur sont partis pour des raisons politiques. Et ça, c'est un constat général. On nous a informé lors du colloque de l'université que c'est l'opposition qui avait refusé le vote de la diaspora en 92. Non, c'était des discours, c'était en 92. Aujourd'hui, les choses vont avancer. Et donc, il faut maintenant que l'opposition comprenne la nécessité d'être unie et de parler d'une seule et même voix. C'est-à-dire que pas besoin d'éparpiller les voix. Il faut que les choses se fassent dans une certaine, dans un cadre collégial qui met en avant la volonté de cette opposition d'aider ou de donner des réponses au peuple togolais. Les prochaines élections législatives seront très importante. Le 20 décembre va peut-être participer à la fin de la crise définitive que le Togo traverse. Si l'opposition s'organise, participe à ces élections et remporte ces élections, les choses vont changer. Mais si l'opposition tergiverse et se dit, nous sommes dans une position, on va toujours continuer par réclamer, ça va poser problème. Moi, j'invite cette opposition à se mettre ensemble. Et j'invite également UNIR à faire preuve de bonne volonté. Parce que lorsqu'on vous taxe de fraudeur, jusqu'à un certain moment, il faut prouver à l'adversaire que vous ne fraudez pas. Allez aux élections démocratiques, transparentes et démontrer au peuple togolais que vous avez une assise politique dans le pays. Docteur, il y a quand même quelque chose de surprenant. C'est, je dirais, pas grand-chose n'a été dit sur la CENI, en tout cas sur la recomposition, rien sur la recomposition de la CENI. Oui, simplement que la CEDEAO va avoir... Non, moi je parle de la CENI, là. Oui, la CENI, les tests... disons que c'est réglé, puisqu'on a dit de se reporter à la Constitution. Au code électoral, je n'ai pas parlé de code électoral, mais dans la Constitution, c'est clair. Dans la Cour constitutionnelle aussi, c'est clair. C'est-à-dire, on sait que la question de la recomposition même de la CENI a été également posée. Mais là, rien n'a été dit. Il y a juste été décidé qu'il y aura un appui technique pour l'organisation des élections prochaines. Mais la question de la recomposition n'a pas été abordée. La question de la recomposition ne se pose pas. Dans le texte de la CENI, il y a 5 membres du pouvoir. 5 de l'opposition parlementaire, 3 extra-parlementaires, 3 sociétés civiles. Donc si on dit de recomposer la CENI, c'est du temps perdu parce que UNI va reproposer les mêmes personnes. Et même de la Cour constitutionnelle, si on dit de recomposer la Cour constitutionnelle, moi je suis sûr que UNI va peut-être représenter les mêmes personnes. Puisque les membres de la Cour constitutionnelle sont votés au Parlement, sont élus au Parlement. Donc, et le Parlement est toujours majoritaire. Oui, mais on demande effectivement la limitation aussi. Oui, la limitation n'est pas dans le mandat de la Cour constitutionnelle. La limitation des mandats des membres de la Cour constitutionnelle. Ça doit être inscrit dans la Constitution. La limitation des mandats. La CEDEAO l'a recommandé. L'a recommandé. Donc, dans les réformes, on peut l'inclure facilement. Ça veut dire qu'on doit avoir une réforme constitutionnelle plus large que ce qui était proposé jusque-là. Exactement, parce que les membres de la Cour constitutionnelle vont être... leur mandat va être limité. UNI avait proposé que le mandat des députés aussi soit limité à 2. Donc c'est un élargissement. Mais là, rien n'a été dit. C'est juste le mandat du président de la République qui a été touché. On ne va pas nous dire tout. La CENI sera ce qu'elle est, la Cour constitutionnelle va être peut-être modifiée, on va ajouter. Et c'est là où ils demandent un dialogue quand même pour que tous ces petits trucs soient ajoutés à la Constitution, que ce soit clair. Vivien Tobé, vous avez trouvé le bon mot. C'est dit, bon, c'est vrai qu'on analyse, ça vient de tomber, peut-être on prendra le temps après de lire à tête reposée, mais tout ça, pour ça, finalement... Voilà, la question reste toujours posée. Parce que les Togolais, dans leur ensemble, attendaient une sorte de miracle. Et puis maintenant, on se voit à la fin de ce sommet, et on se dit, mais c'est les mêmes choses pratiquement qui reviennent. Mais je voudrais signaler que pour la CENI, par exemple, la composition de la CENI est telle qu'il y a toujours l'opposition et le pouvoir qui ont des places. Maintenant, c'est que dans l'état actuel, il y a une partie de l'opposition qui n'a pas encore rejoint
la CENI. Mais qui a ses places garanties? Les quatre places sont là. voix sont Donc, là. la CEDEAO, Non, les quatre, la celui-ci a pris une voix dedans. La CEDEAO n'a pas jugé utile de revenir encore sur cette question parce que ce serait remettre en cause cet accord déjà qui existe, qui dit la composition de la CENI, c'est l'opposition et le pouvoir. Mais par contre, ce qui a été recommandé, c'est la revue du fichier électoral. Parce que le problème des élections au Togo commence d'abord par le recensement général, le recensement électoral, parce que beaucoup ne font pas attention au recensement et on s'attend à ce qu'on ait des élections transparentes. Alors que s'il doit y avoir des fraudes, c'est à partir du recensement d'abord. Vous vous souvenez du fichier électoral. Vous vous souvenez que l'opposition a toujours boycotté tout le processus jusqu'au dernier moment avant de se mettre maintenant dans la danse. Et le mal, c'est quoi? C'est que vous laissez tout le plateau au pouvoir, le pouvoir faire ce qu'il veut, et après vous revenez pour vous plaindre. Donc la CEDEAO recommande cette fois-ci qu'on attache un intérêt à la question du fichier électoral, une façon de dire surveillez tous le recensement, surveillez tout le processus électoral du début jusqu'à la fin, et nous sommes là pour appuyer tout le processus. Moi, la question que je me pose, c'est comment va fonctionner le comité de suivi de ces recommandations et pour combien de durée et on verra le comité va siéger où et ainsi de suite. David Diakwavi, il y a aussi un point, on parle d'accélération et finalisation du recensement électoral pour établir des listes électorales fiables, la possibilité pour les Togolais vivant à l'étranger de voter. Tout ça veut dire on demande maintenant à la CENI d'accélérer la machine. Oui, après l'avoir arrêté. C'est la même CEDEAO qui a fait arrêter la mission de la CENI, pour des raisons assez évidentes. Mais je pense quand même que si la CEDEAO revient pour demander une accélération du travail qu'avait commencé la CENI, ça prend en considération les paramètres qui avaient divisé. Alors, est-ce que ça suppose que dans les prochains jours, les 4 représentants de l'opposition parlementaire qui manquent, on va les voir prendre place à la CENI? Normalement, l'opposition parlementaire. Mais non. Normalement, ils sont 5, normalement, oui. J'ai dit, l'UFC a pris une place, donc il reste 4. Normalement, oui, et c'est logique. Parlementaire. Et c'est une preuve de l'opposition aussi à l'endroit du peuple qu'elle défend. Il faut que l'opposition s'introduise dans l'appareil électoral aujourd'hui. Il est temps maintenant que l'opposition rentre et voit clair. Au cas où vous rentrez que vous n'êtes pas d'accord sur un point, vous dénoncez. Mais quand vous êtes à l'écart et que si vous êtes à l'écart et que vous observez de loin, on va vous flouer. Et donc l'opposition parlementaire et l'ANC, le CA et les autres partis politiques, le Sursaut Togo, etc. Ils vont être obligés par le peuple togolais à rentrer au sein de cet appareil électoral. Parce que il faut aller. Quand vous n'êtes pas là, c'est grave. Et donc, il faut aller parler là-bas. Il y a un cadre qui est mis en place, il faut aller discuter là-bas. Maintenant, si l'opposition choisit d'autres pistes de manifestation, tant mieux. La Constitution lui permet également de continuer à organiser des manifestations. Oui, moi, je pense que dans l'immédiat, il faudrait que l'opposition, d'une façon générale, prenne le temps d'expliquer les recommandations à la base et que les troupes commencent par être mobilisées. Il faut qu'on revoie un peu le système de fonctionnement et qu'on essaie de tout faire pour que la CEDEAO soit prise au mot, comme on le dit. Et à témoin. Et puis, à témoin. Parce que vous avez recommandé ceci, nous avons fait ça, et voici les résultats. Voici ceux-ci qui bloquent, c'est nous qui avons des problèmes parce que là. Et je pense que la question fondamentale, c'est que le processus électoral soit suivi depuis le début jusqu'à la proclamation des résultats. Mais quand on laisse passer certaines parties du processus, on peut se plaindre à la fin, ça n'aura pas d'effet. Il faut que l'opposition, dès maintenant, commence par appeler tous ces militants à pouvoir s'inscrire au moment qu'il le faut pour pouvoir disposer des cartes d'électeurs. Parce que ce que nous avons vu dans ce pays, c'est qu'il y a beaucoup qui sont dans les manifestations, mais au moment de voter, ils n'ont pas la carte d'électeur. Ce qui fait qu'on est souvent dans des systèmes où on assiste effectivement, il y a des fraudes, il y a eu des fraudes dans ce pays, il y en a eu plusieurs fois, il faut le reconnaître, mais corriger effectivement ces fraudes-là, et on verra qui va gagner les élections. Si nous faisons des élections propres, limpides, pures, transparentes,
des élections assistées où les membres des bureaux de vote ou les représentants des partis politiques dans les bureaux de vote ne vont pas sortir pour aller manger au moment où on est en train de faire la compilation, où on ne prend pas soin de signer et de lire, de vérifier ce qu'on signe, je crois qu'il faudra tout mettre en œuvre pour que les élections soient claires. Et maintenant, le peuple va décider qui envoyer à l'Assemblée nationale. Docteur, et vous pouvez toujours poursuivre les réformes quand vous serez à l'Assemblée nationale. D'accord. Docteur, est-ce qu'il n'y aura pas peut-être pour la coalition, on fait un jeu de devinettes, un problème de langage vis-à-vis de ceux qu'ils ont mobilisés, des choses qui ont été promises à ces gens et qui peut-être ne se retrouvent pas dans ces recommandations qu'on a devant nous? Non, bon, vous savez, les Togolais sont intelligents. Il ne faut pas croire qu'on n'est pas... Tolérant. La masse qu'on a mobilisée... Est-ce qu'ils sont prêts à accepter toutes les couleuvres, à avaler toutes les couleuvres? C'est aux leaders de les inviter à comprendre. On a été étonnés quand ils allaient dans les manifestations ils disaient aux troupes, il faut un retour à la Constitution de 1992. On leur a dit que juridiquement, il n'y a que deux manières. Il n'y a rien de ça dans ce qu'on a dit. C'est des formules politiques pour galvaniser les gens. Est-ce que les gens le comprennent comme ça? Peut-être vous et moi, on le comprend, mais est-ce que les gens le comprennent comme ça? Les jeunes qui manifestent là, ils savent qu'on ne peut pas dire à Fonia Singbe, ne te présente pas en 2020. On ne peut pas dire on retourne à la Constitution de 92 en bloc. Moi, je vais lui poser la question. Moi, je suis médecin. Est-ce que je suis mieux placé que M. Apévon pour savoir qu'on ne peut pas retourner à la Constitution de 1992? Mais Apévon criait retour à la Constitution. Il sait que juridiquement, ce n'est pas possible. Il faut aller soit au Parlement, soit au référendum. Ils n'ont pas expliqué ça comme ça aux masses. Mais maintenant, les masses, avec tout, depuis là, on a fait tellement d'émissions, on en a parlé, tout ça, que le Togolais est très intelligent, il ne faut pas croire qu'il ne comprend pas. Les gens savent que... David. Mais ça fait beau. Ça fait partie de la pratique des négociations. Exactement. Tu mets la barre très haut et puis après tu peux diminuer, mettre de l'eau dans ton vin. C'est peut-être facile de dire ça après quand on a rien obtenu de ce qu'on demande. Et aujourd'hui, ce n'est pas la coalition des 14 qui a fait les recommandations, c'est la CEDEAO, notre communauté sous-régionale, qui nous impose ces recommendations. Et finalement, qui a gagné, qui a perdu? Tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné. C'est le peuple togolais qui a gagné. Non, personne n'a gagné. C'est le peuple togolais qui a gagné. Personne n'a perdu non plus. Parce que de toutes les revendications qui ont été posées sur la table, certaines ont été acceptées. Voilà. Le vote de la diaspora. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que il faut comprendre la nécessité de retourner vers le peuple. Et que c'est le peuple togolais qui est souverain, qui détient la décision de mettre telle personne à tel endroit pour le diriger ou pas. Donc aujourd'hui... Finalement, c'est ça que les gens disaient depuis le début. On fera tout ça, mais on ira aux élections. Oui, bien sûr. Et tout le monde le savait. L'opposition aussi savait qu'on ira aux élections. Et UNIR également le savait. Mais il faut aujourd'hui... La CEDEAO dit qu'il faut assainir le cadre électoral. C'est bien. Le problème qui opposait les deux partis, c'était quoi? C'était le cadre électoral. On a vu comment les recensements ont été organisés dans ce pays pour les dernières élections. On a vu comment les élections ont été organisées, comment les résultats ont été proclamés. Donc aujourd'hui, on demande d'assainir. C'est là où on verra qui est vraiment franc dans cette histoire. Si UNIR continue pas à flouer ou l'opposition continue pas à réclamer, on saura qui est vraiment clean dans cette histoire. Il faut déjà que dans les bureaux de vote, les candidats ou les partis soient capables d'envoyer des personnes qui s'ils ne le font pas, c'est à leur risque et péril. Pour pouvoir surveiller les élections. On ne viendra pas demander à une formation politique, on ne viendra pas demander à une formation politique. On parle beaucoup du plan purement politique, mais il y a aussi un aspect, les armes. La CEDEAO dit de les ramener. Retrouver les armes. Oh, ça, les armes, c'est pas grand. Je crois que c'est 2 ou 3 armes. S'il y a 2 ou 3 armes qui se baladent dans le Togo, dans ce Togo-là, c'est pas grave. Non, mais c'est grave. C'est des armes qui appartiennent à des corps véritablement mais moi, je crois que les gens vont retrouver ces armes, on va donner quelque part un jour et puis c'est réglé. Ça, le problème ne se pose pas. Oui, mais Jean-Pierre Fabre, lors des derniers meetings, avait dit après les meetings à Bafilo, Mango et Sokolé, qu'il est persuadé qu'il n'y a pas d'armes. Oui, mais les armes ne vont pas sortir d'elles-mêmes et puis se présenter à Jean-Pierre Fabre. Les armes sont cachées quelque part. Je crois qu'on va les retrouver. Peut-être qu'on les a même déjà retrouvées et puis on ne veut pas dire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que
il faut rappeler quelque chose qui est dramatique. C'est là où, des fois, c'est l'opposition qui a réclamé un vote par liste. Par scrutin de liste. Par scrutin de liste. Alors que les 2 tours étaient retenus par le pouvoir. C'est ça qui est terrible. C'est ce qu'il a des avantages aujourd'hui. Oui, c'est ça. Les gens avaient cru que comme il y a beaucoup de partis, beaucoup de partis seront représentés à l'Assemblée nationale si on faisait le thème de liste. Mais ça s'est révélé une catastrophe puisque il n'y a que 5 partis qui sont au Parlement. Emmanuel, on va finir par vous. Oui, pour la question des armes, d'abord, il faut dire que la CEDEAO est partie de ce problème des 2 armes disparues pour étendre effectivement la recommandation à l'ensemble de la classe politique en disant au cours des manifestations qu'on ne touche pas aux armes. C'est les forces de sécurité qui doivent gérer les armes. Et on a appelé aussi les forces de sécurité à faire attention à l'usage de ces armes. Mais c'est quand même curieux que sur un petit pays comme le Togo, 2 armes, petites soient-elles, non, même si c'est une seule arme, et qu'on n'arrive pas. Mais il y a eu des armes qui avaient disparu. Ce sont des armes politiques, David. Sur beaucoup de manifestations qui n'ont pas été aussi... Si vous lisez bien les recommandations, la CEDEAO demande aussi que tout le monde sache une fois pour de bon que c'est aux forces de sécurité d'utiliser les armes. D'accord. Et que tous les acteurs merci beaucoup, David Diaguavi. Emmanuel Vivien-Tobé, merci à vous aussi. Docteur Iou, merci d'être passé dans cette émission. On va continuer naturellement cette question de recommandation dans l'émission de demain. À demain. Alors.